Donc, bienvenue aux presque du coup 50 participants à cette vidéoconférence de ce soir. C'est une vidéoconférence qu'on a co-organisée avec le GNUB. Je ne sais pas si l'un de vous pourra présenter. J'avais repris une diapo de l'année dernière pour expliquer ce que fait le GNUB. Donc, tu pourras venir à ce moment-là. Viens pour l'instant, on va le faire en tout début. Donc, ça s'inscrit évidemment dans un ensemble de manifestations, que ce soit des visioconférences ou des sorties naturalistes ou des chantiers nature qu'on propose tout au long de l'année, aussi bien le conservatoire que le GNUB. Donc, je vais présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément le conservatoire. On présentera ensuite le GNUB. Et puis, on se lancera dans le vif du sujet à la découverte des orthoptères. Donc, pour ce qui est du conservatoire, est-ce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas le conservatoire? Oui, Donc, pour faire assez simple, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1986. Donc, elle a quand même une bonne trentaine, ça fait 35 ans cette année que nous œuvrons pour préserver les milieux naturels de l'ex-région Bourgogne. On est une association, donc on a des adhérents, environ 700 au niveau des derniers comptages. Au niveau financier, puisque c'est un paramètre important pour pouvoir réaliser des actions, on a un budget à peu près de 2 millions d'euros pour une année. Au niveau de l'équipe, on est une trentaine de salariés avec des profils différents. On a des profils qui sont plutôt sur la partie administrative, des profils qui sont plutôt sur l'éducation à l'environnement, auprès du grand public, auprès du scolaire, et puis des personnes qui sont dans des domaines plus scientifiques, qui vont faire des suivis sur les sites, sur la faune, sur la flore, sur l'hydrologie, les sols, etc. Et puis le bras armé, on va dire, du conservatoire, qui est l'équipe technique qui va, elle, mettre la main à la pâte pour réaliser des travaux de restauration, réaliser des travaux de gestion ou encadrer des interventions de la part de prestataires pour des entretiens, des fauches de prairies, des broyages de pelouse quand c'est nécessaire, etc. Au niveau du réseau de sites, on intervient sur en 200 sites, hein, si on arrondit. Vous avez une carte sur la diapo pour voir un petit peu les secteurs où on intervient. C'est tous les petits points rouges qu'on voit disséminés sur la région. Alors, c'est assez vaste, hein, ça va de pelouses calcaires à des prairies humides dans le Val-de-Saône, quelques tourbières dans le Morvan, des milieux alluviaux sur la Loire. Donc, c'est une palette représentative de toute la biodiversité qu'on va trouver en région Bourgogne. Et tout ça représente à peu près 6000 hectares en gestion. C'est important de souligner aussi qu'on est structuré au niveau des conservatoires au niveau national. Donc, il y a une fédération des conservatoires d'espaces naturels et il y a à peu près un conservatoire par région. Seule la Bretagne, pour l'instant, n'en est pas dotée, mais il y a une structure un petit peu similaire qui intervient quand même sur ces problématiques de gestion d'espaces naturels et qui est assez active dans ce secteur-là. Ok. Donc nous, c'est le GNUB. Alors, on n'a pas la portée quand même du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Nous, on agit surtout sur le campus, en fait, auprès des étudiants, mais pas que, auprès de toutes les personnes, du coup, s'intéressent à la biodiversité, parce que notre but, c'est surtout donc de sensibiliser à la biodiversité. Donc, on a été créé en 2006 par maintenant un professeur qui est à l'université de Bourgogne. Donc, on travaille encore avec lui et on organise majoritairement des sorties naturalistes sur pas mal d'espèces, hein, que ce soit des insectes, que ce soit des vertébrés, etc., des oiseaux notamment. Et notre projet un petit peu phare de l'année, c'est souvent donc un projet autour de la conservation du crapaud commun, c'est-à-dire que les crapauds, pour se reproduire dans une ville proche de Dijon, traversent une route où il y avait beaucoup de crapauds qui étaient tout simplement écrasés. Et donc, on a placé un filet pour les récupérer dans un seau et les faire traverser. Donc, on fait ça assez régulièrement. On est d'ailleurs dans le pic en ce moment de reproduction des crapauds qui vont se reproduire du coup en aval dans le cours d'eau après la route. Et donc, voilà, c'est beaucoup de sensibilisation majoritairement. On fait aussi quelques ateliers, notamment sur le campus, à la biodiversité de sensibilisation. On travaille avec une asso qui fait un potager. Donc ça, c'est un projet à venir aussi où on fera des petits relevés comme ça d'insectes notamment dans le potager pour voir un petit peu ce qui vit dans le sol. Voilà.
Rentrons dans le cœur du sujet. Alors, on va essayer quand même d'avoir un peu d'interactivité. Donc, au fur et à mesure, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Ouais, 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 pas de souci. Et puis, soit par le chat, soit si vous préférez le faire de vive voix, allumer votre micro et puis prendre la parole à des temps qu'on définira pour ces questions. On va commencer par la base, donc s'intéresser à la systématique des orthoptères, voir un petit peu où on les classe parmi le monde du vivant. Ensuite, on s'intéressera à la diversité, combien il y a d'espèces, quelles sont les différentes familles qu'on peut trouver en Bourgogne-Franche-Comté. L'aspect incontournable aussi concernant la morphologie, qu'est-ce qui fait qu'un orthoptère n'est pas une libellule, ou n'est pas un papillon, ou n'est pas un poisson. On s'intéressera enfin dans cette partie aussi à la variation des couleurs qui est très régulière chez les orthoptères et qui fait que du coup, il ne faut pas trop utiliser ces critères-là quand on veut essayer de reconnaître un orthoptère. Petit échauffement, hein, parce qu'il ne faut pas y aller trop vite. Dans le dessin animé Pinocchio, Jiminy Cricket est un grillon, un criquet, une sauterelle ou une marionnette avec un long nez. Pour ceux qui sont en visio, vous pouvez répondre dans le chat la réponse qui vous paraît la plus adaptée. Donc, dans la salle, on va faire un petit sondage comme ça en direct. Alors, ceux qui sont pour que ce soit un grillon, lèvent la main. Donc, on a 3 grillons. Ceux qui veulent que ce soit un criquet. Ah, les criquets sont majoritaires, donc 7 criquets dans la salle. Au niveau sauterelle, est-ce qu'il y en a qui sont pour dire que c'est une sauterelle? Une réponse sauterelle. Et la marionnette à long nez, alors, du coup, elle est victime, du coup, de discrimination au nez long, et personne n'a voulu retenir la dernière solution. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que ces antennes sont relativement fines. Donc, globalement, Jiminy Cricket ne sera pas un criquet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et initialement, le dessinateur a voulu représenter un grillon. C'est pour ça qu'il l'a appelé Jiminy Cricket, puisqu'en fait, en anglais, cricket, c'est un faux ami et ça veut dire grillon. Quand on va parler des criquets, on va parler de grasshoppers ou locusts, notamment pour les criquets pèlerins qui sont très, très mobiles et qui sont grégaires. Sur les sauterelles, on va pouvoir utiliser aussi le vocable grasshopper, mais il va y avoir d'autres noms utilisés aussi, bush cricket ou cathidids, c'est uniquement pour une famille, les tétigonidés, qui est la famille la plus riche chez les sauterelles. Et enfin, il existe aussi des tout petits tétrix, donc c'est des criquets miniatures, et eux, ils vont avoir aussi un nom spécifique du fait de leur petite taille, on va l'appeler les pygmy locusts, donc les petits criquets, ou les ground hoppers, c'est-à-dire qui sont au sol. Donc voilà un petit échauffement, vous voyez, il faut des fois se méfier des appellations, notamment par rapport à l'anglais et aux faux amis. Alors au niveau de la systématique, on va essayer de reclasser les orthoptères dans l'arbre de vie. Donc la plupart de vous en sont conscients, hein, les criquets, sauterelles et grillons sont des insectes qui sont caractérisés notamment par une segmentation en 3 parties au niveau du corps, tête, thorax, abdomen, la présence de 6 pattes aussi, qui vont les rapprocher du coup des papillons, des coléoptères, des libellules. Mais là, on est donc du coup dans l'ordre des orthoptères. Au niveau plus à l'intérieur de cet ordre, on va trouver 2 sous-ordres différents. Donc les encifères, qui vont être les sauterelles et les grillons, avec des antennes longues comme Jiminy Cricket. Et puis les sélifères, donc, qui vont être les criquets, avec des antennes du coup plutôt courtes. Au niveau étymologie, ça peut être intéressant de voir de quoi est composé ce terme orthoptère. Donc, il est composé de 2 mots grecs, ortho qui veut dire droit, comme orthogonal, et puis ptéron qui signifie aile, donc qu'on va retrouver dans lépidoptère notamment, et donc dans orthoptère. Et c'est dû a priori au fait que les espèces qui sont dotées d'ailes ont les ailes droites le long du corps au repos.
Autre point étymologique intéressant, quand on parle des encifères, donc ça vient du latin, qui vient de ensis, épée, et ferre, portée. Et c'est en fait typique des femelles qui portent un oviscap très pointu, que certains appellent un sabre, et donc qui sont la caractéristique première du groupe des encifères, qui portent donc une épée au bout de l'abdomen. On verra en détail à quoi sert cet item. Au niveau de la diversité spécifique du groupe, nouvelle petite question. À votre avis, combien y a-t-il d'espèces différentes d'orthoptères en Bourgogne-Franche-Comté? Donc, 4 propositions, entre 10 et 30, 30, 50, 50, 70 ou 70 à 90. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire vos propositions. On verra si certains gagneront le panier garni à la fin de la visio. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on a entre 10 et 30 espèces d'orthoptères en Bourgogne-Franche-Comté? Non, vous pensez qu'il y en a plus, donc la réponse B, entre 30 et 50. Donc, on a deux réponses pour cette gamme de valeurs. Entre 50 et 70 espèces, j'ai l'impression qu'on a tout le reste de la salle qui s'est levé d'un coup. Et dernière possibilité, du coup, entre 70 et 90 espèces, donc un candidat pour cette réponse. Dans le chat, c'est assez bien réparti aussi, hein, avec pas mal de C, j'ai l'impression aussi, comme dans la salle. Mais la tension est à son comble, on va essayer de révéler la vérité. Et donc, chez les orthoptères de Bourgogne-Franche-Comté, on dépasse les 70 espèces avec, aux dernières nouvelles, 79 espèces répertoriées de façon certaine. Il peut y avoir des fois des mentions un peu anecdotiques d'individus qui ont été apportés par notamment le trafic routier. Mais pour les espèces qui se reproduisent bien dans la région et qui sont présentes régulièrement, on est à 79 espèces. Alors, c'est en mouvement permanent et on a notamment depuis récemment 2 espèces qui sont arrivées en provenance du sud. Donc, Parathetix meridionalis qui est illustré sur fond blanc, un petit tétrigidé. Et puis, il y a Elopus trepins qui peut s'observer en ce moment. C'est un des rares adultes qu'on peut voir à la sortie de l'hiver déjà formés et qui ne passent pas l'hiver à l'état œuf ou larve, mais qui passent l'hiver à l'état adulte. Donc, on verra aussi en détail le cycle biologique pour replacer l'écologie et la biologie des différentes espèces. Toujours intéressant de comparer avec d'autres groupes taxonomiques proches. Donc, au niveau des libellules, vous avez 75 espèces de libellules en Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est assez similaire. Et par contre, 162 espèces de papillons de jour, en incluant les hygiènes. Donc, au niveau des lépidoptères rhopalocères, on a quand même une diversité plus importante que chez les orthoptères. Au niveau mondial, est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces qu'il pourrait y avoir? C'est une question bonus, hein, parce que 5 000, 10 000, 50 000 à gauche, 30 000 à droite, 29 000 adjugés vendus. Donc, pour être spécialiste des orthoptères au niveau mondial, il faut avoir une sacrée mémoire, hein. Je pense que personne n'est en capacité de connaître toutes les espèces, en sachant que c'est un groupe qui, dans certaines zones géographiques, n'a pas été très étudié, et donc que c'est en permanente évolution, et qu'il y a des espèces qui sont décrites très, très régulièrement. En Europe, hein, on voit qu'il y a un abaissement assez important, mais c'est classique hein, en termes de biodiversité. On n'est pas dans les hotspots mondiaux que sont les secteurs tropicaux et la forêt amazonienne, des points chauds comme ça. Donc 1100 espèces, c'est un groupe qui est abordable. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces 1100 espèces, il y a 740 espèces quand même qui sont endémiques de l'Europe. Donc il y a quand même un fort taux d'endémisme pour ce groupe faunistique. Si on passe au niveau de la France métropolitaine, on arrive à 220 espèces.
donc un groupe qui est relativement abordable pour un naturaliste qui serait motivé pour s'intéresser à ce groupe-là, donc qui représente 20% des espèces d'Europe, avec aussi plusieurs espèces qui sont endémiques de France métropolitaine. Donc j'en ai cité deux, mais il y en a plus. On va voir par exemple le criquet rhodanien ou l'Antaxis sévenol qui vont être localisés sur des micro-secteurs, notamment en montagne. Mais pour le criquet rhodanien, c'est plus une espèce de plaine. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, donc 79 espèces, qui représentent 7% des espèces d'Europe. Donc, ce n'est pas énormément par rapport à d'autres groupes. Si on prend les libellules, il y a beaucoup plus de pourcentage d'espèces en Bourgogne-Franche-Comté des espèces européennes. Et 36%, un gros tiers des espèces de France métropolitaine en Bourgogne-Franche-Comté. Il va manquer principalement les espèces qui sont plutôt méditerranéennes ou du littoral, et puis tout ce qui est montagnard. Quand il y a des espèces qui ne sont pas en dessous de 1600 mètres, 2000 mètres, on ne les aura pas dans notre région. Au niveau taxonomique, on va dire systématique, chez les criquets, c'est assez simple. Il y a deux familles. Les tétrigidés, je vous ai mis un représentant en haut là, de ces petits criquets qui sont des modèles miniatures. Et puis, l'autre grande famille qui regroupe tout le reste, c'est les acrididés. Pour les sauterelles grillons, un peu plus de diversité au niveau des familles. Donc, vous avez les tétigonidés qui vont regrouper plus de 90% des espèces de sauterelles qu'on va avoir chez nous. Les grillidés qui vont regrouper les grillons, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces de grillons. Alors, le cas particulier des courtilières, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais qui est une espèce qui est souvent présente dans les zones maraîchères, notamment, qui aime bien les sols meubles où elle peut s'enterrer parce qu'elle vit une grande partie de sa vie dans le sol, même à l'état adulte, contrairement aux autres orthoptères. Et puis, l'anecdote aussi, c'est les myrmécophilidés, qui ont la particularité d'être parasites des fourmis. Donc, en fait, eux, ils vivent dans la fourmilière aux dépens de leur hôte. Donc, en consommant soit des ressources que les fourmis vont chercher, soit éventuellement aussi du couvain de la fourmilière. Au niveau de la diversité spécifique du groupe, on a vu qu'au niveau européen, il y a une grosse diversité. Puis quand on descendait dans les échelles, ça commençait à se réduire. Là, vous avez classiquement une représentation avec un fort, on va dire, augmentation de la diversité quand vous allez vers la zone méditerranéenne. Et le deuxième autre facteur important, c'est l'altitude. Quand vous allez monter en altitude, vous allez avoir aussi beaucoup d'espèces endémiques qui vont se retrouver uniquement sur ces secteurs-là et que en plaine, vous n'aurez pas. Donc, on voit que le pourtour méditerranéen, c'est un point chaud et que nous, on est un peu en dessus en fait, de ces zones de forte diversité. Alors, je serais tenté de dire que il y aurait à peu près kiff-kiff en termes de diversité avant, puisque au niveau de la Bourgogne, on va avoir des milieux notamment atlantiques, de bord de Loire, influencés par aussi la Méditerranée, tout le sud Saône-et-Loire, le Mâconnais, qui va pouvoir abriter des espèces qu'on ne retrouvera pas en Franche-Comté. Et à l'inverse, en Franche-Comté, il va y avoir une influence montagnarde et notamment des tourbières beaucoup plus développées et que ce cortège montagnard et des tourbières ne se retrouvera pas en Bourgogne présent. Donc en fait, ça devait être à peu près kiff-kiff. S'il fallait trancher, je pense qu'il y aurait, malgré la plus petite superficie de la Franche-Comté, un petit peu plus d'espèces en Franche-Comté, mais je ne suis pas certain de ça. Chez nous, il n'y en a qu'une. Après, en France, il y a plusieurs courtilières différentes. Alors, il y a une question sur les évolutions des cortèges par rapport au changement climatique. Alors, les deux espèces que j'ai citées tout à l'heure comme des acquisitions récentes à la biodiversité, que sont Parathetix meridionalis et Aiolopus tripins, c'est des espèces plutôt méditerranéennes. Donc, le fait qu'on les observe, et notamment en premier dans le sud de la région quand ils arrivent, c'est des indices que ces espèces remontent parce qu'elles ont une très bonne mobilité. Les orthoptères, ça a quand même cette capacité de dispersion, notamment les espèces ailées, assez importante. Et du coup, oui, si les zones de gel se remontent, les espèces qui sont sensibles au gel peuvent du coup aller plus haut au nord par rapport à leur aire historique de présence. Donc oui, c'est quelque chose qu'on constate et ça a d'ailleurs été
Ça va être suivi notamment sur les parcs nationaux qui sont assez étagés en termes d'altitude, où ils ont fait des bilans sur les espèces qui sont présentes actuellement pour voir comment chaque espèce peut, en un court laps de temps, monter en altitude par rapport à ces modifications climatiques. Alors, si on s'intéresse à la diversité, on s'intéresse forcément à la description des espèces. Et à votre avis, à quand remonte la dernière description d'une espèce nouvelle pour la science en France métropolitaine? Donc, quelque chose qui serait tombé en dessous des radars, qu'on n'aurait pas vu, mais qui a un nouveau taxon pour la science. Donc, 5 propositions. Là, je corse le niveau, hein, on y va à crescendo. Donc, soit avant l'invention de l'écriture, 1753, notamment période où Linné a énormément décrit l'espèce. 1854, une période aussi naturaliste assez faste. 1956 ou alors 2021. Donc là, dans le chat, j'ai une petite tendance qui se détache. On va voir si dans la salle, c'est la même. Pour la réponse A, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est si vieux que ça? La réponse B, l'époque linéenne? Non. La réponse C, 1854. Non plus. Il n'y a plus que 2 réponses, ou alors ne se prononce pas. On va voir si vous prenez des risques ou pas. Donc, dès 1956, la dernière espèce décrite en France. Donc, une réponse D dans le public. Et sinon, il nous reste le E. Donc, est-ce que la majorité des gens se prononcent pour une description en 2021? Donc, sur le chat, je ne vous ai pas influencé, mais la grande majorité des gens ont répondu également 2021. Et donc, en effet, on arrive encore à trouver des nouvelles espèces qui n'avaient pas été décrites jusqu'à maintenant. Donc là, par exemple, c'est une sauterelle, un phanéroptère, Phanéroptera laticerca, qui a été décrite par Julien Barato en 2021, notamment par rapport à une étude acoustique. Lui est spécialisé notamment dans l'acoustique des chauves-souris, mais aussi des orthoptères. Et il s'est rendu compte en analysant les sons des différents Phanéroptera qu'il avait récoltés dans le sud de la France qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par rapport aux différents taxons qui croisaient, il y avait 3 signaux sonores alors qu'il y avait jusqu'à maintenant 2 espèces qui étaient décrites. Et donc, en grattant, il s'est rendu compte que c'était bien 3 taxons et que même morphologiquement, il y avait des différences et que c'était une espèce valide. Donc, c'est une publication qui a été faite l'année dernière. Donc, elle ne nous concerne pas directement en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça montre que ça vaut le coup quand même de bien s'intéresser, bien gratter au niveau des individus qu'on croise, puisqu'on n'est pas à l'abri de trouver des taxons qui étaient passés sous les radars jusqu'à maintenant. Donc là, il y a une question sur comment on peut un peu définir qu'une période est plus faste qu'une autre par rapport à la taxonomie et puis à la systématique. C'est vrai qu'il y a eu des engouements à certaines périodes, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, où il était bien vu d'être dans une société savante, d'avoir un cabinet de curiosité et d'écrire tout ce qu'on avait autour de nous. Ce qu'on voit assez bien dans les années de description des taxons qu'on croise tous les jours. Hein, enfin, pour ceux qui sont naturalistes, c'est vrai que pour le grand public, c'est pas forcément ça à quoi ils font attention en regardant une espèce, quelle année il a été décrit. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des grosses vagues, notamment sur 1800 et 1900. Et après, ça s'est beaucoup tassé parce que ça n'était plus une mode non plus. Il y avait moins d'espace à décrire, donc ça a lassé aussi ceux qui voulaient faire de la description. Et puis, c'est aussi passé parce que ça a été une science qui a perdu de l'intérêt, notamment dans le monde universitaire. Des systématiciens, on en trouve de moins en moins. Des naturalistes dans les facs, dans les universités, en tant qu'encadrants, ça ne court pas les rues. Et ça s'est traduit par un moins grand intérêt sur la description des espèces et donc aussi une baisse de la découverte ou la description de taxons. Au niveau de la morphologie, donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de surprise, on a affaire à des insectes, donc une tête, un thorax, un abdomen. Au niveau de la plupart des espèces, c'est des espèces ailées, donc avec 4 ailes. On a
des pattes qui sont adaptées pour le saut, hein, qui sont du coup beaucoup développées au niveau des pattes postérieures, avec une aptitude du coup à faire des bonds assez impressionnants par rapport à leur taille. On a un dimorphisme sexuel, donc on voit sur l'illustration de droite hein, un mâle qui est illustré, et en dessous, vous voyez la femelle avec l'oviscapt qui est dessiné. Donc ce fameux oviscapt qui fait qu'on les appelle les encifères, qui portent une épée. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la nervation LR qui sert pour les déterminations, mais si un jour vous voulez vous intéresser plus précisément à ce groupe-là, il y a besoin après de regarder des détails sur les génitalia, sur la nervation alaire pour aller plus loin dans les identifications. Alors, si je clique là. Autre illustration du dimorphisme sexuel un peu moins marqué chez les tétrigidés. Donc, vous voyez en haut un mâle avec un génitalia un peu pointu en capuchon. Et puis en dessous, une femelle avec un ovipositeur denté qui sert notamment pour faciliter la ponte en creusant et en enfonçant les œufs dans le sol. Au niveau de la morphologie, il y a un dimorphisme sexuel qui peut être très marqué. Donc là, ce n'est pas une espèce de Bourgogne-Franche-Comté, mais je trouvais que c'était assez intéressant pour l'illustration de voir la différence entre un mâle et une femelle. Hein. Vous avez la même espèce. Là, c'est un peu comme pour le colvert. On pourrait penser que le mâle et la femelle n'ont rien à voir. Et en fait, si, c'est bien la même espèce, sauf qu'il y a une femelle qui est beaucoup plus massive que le mâle qui est beaucoup plus frêle. Donc ça s'applique aussi pour des espèces qu'on a chez nous. Hein. Là, vous avez des Calyptamus, donc des caloptènes. Vous avez la femelle qui est presque 2 fois plus grosse que le mâle. Donc le mâle est dessus et la femelle est au sol. On reverra un petit peu aussi comment se passe l'accouplement, les différentes phases et les différences entre les sauterelles et les criquets. Le dimorphisme, il peut être aussi sur des paramètres comme la longueur des ailes. Donc là, vous avez 2 individus de chrysocraon dispar. À gauche, vous avez la femelle, plutôt grise-beige, avec des élytres courtes. On voit que ça ne dépasse pas les pattes. Et puis à droite, vous avez le mâle de cette même espèce qui est plus petit. Là, on ne s'en rend pas forcément compte sur l'illustration, ce n'était pas le but. Mais on voit que les ailes, elles arrivent presque au bout des pattes postérieures. Donc là, ce paramètre-là permet aussi de rapidement savoir si on a une femelle ou un mâle. Et en plus, ils ont la particularité de souvent avoir une couleur différente entre mâle et femelle. Donc là, c'est juste pour illustrer ce que je vous disais sur les variations chromatiques. Vous avez la même espèce. À gauche, la forme classique que vous trouverez 90% du temps. Donc avec une coloration plutôt verdâtre, des élytres un peu plus foncés avec une tache blanche sur la partie centrale à peu près de l'élytre. Et puis des aberrations chromatiques régulières. Donc ça va souvent sur le violet ou sur le rose chez les arthoptères. Donc là, vous avez une femelle qui est de forme violette, qui est assez sympa au niveau graphique, mais qui est beaucoup plus rare. Mais après, c'est exactement la même espèce que celle que vous avez à côté. Excusez-moi, on pourrait Oui. en voir du coup les mots, là on pourrait en voir dans nos régions. Ah oui, c'est régulier qu'on a des individus. Alors, des fois, ils ont juste une petite partie de leur corps qui est rose. Donc, ça peut être les bordures du pronotum ou juste les parties postérieures des segments abdominaux. Et puis, sur certains individus, cette coloration, elle n'est pas juste sur les bordures, mais elle va sur l'intégralité de l'individu. Donc, il y a tout un gradient de coloration. D'accord. Bon, je vais partir à la recherche. Ouais. Merci. Vas-y. Au-dessus, là, c'est bon, d'accord. Voilà. Ici, peut-être. Voilà. Comme ça, on voit. Parfait. Petit réglage technique qui, normalement, devrait faciliter la diffusion des remarques du chat et des visioconférences vers la salle.
Est-ce que quelqu'un veut annoncer la suite pour qu'on teste le dispositif? On peut être timide. Écologie et biologie des orthoptères. Voilà, parfait. Merci. Du coup, ils entendent dans la salle vos interventions. D'accord. Donc, on va passer à la partie un petit peu studieuse sur le cycle de vie. On verra un peu aussi la phénologie, hein, à quelle saison on peut voir quel stade et pour quelles espèces. Les régimes alimentaires, hein, c'est aussi la base quand on s'intéresse à une espèce. Qu'est-ce qu'elle mange et pourquoi on la trouve à tel ou tel endroit et pas à tel autre. Les prédateurs et parasites, c'est toujours intéressant, notamment parce qu'il y a des mécanismes des fois très subtils qui sont en place par rapport à ces formes de parasitisme. Et puis, on finira par voir les habitats dans lesquels se développent avec un focus sur certains habitats et la description de quelques espèces caractéristiques de ces milieux pour montrer aussi que les orthoptères ont un caractère indicateur assez intéressant pour l'écologue et que ça peut être de bons outils pour caractériser des milieux et voir leur évolution dans le temps. Donc, au niveau du cycle de vie, on va partir sur des généralités de théorie. Donc, c'est des insectes hétérométaboles. Donc, c'est un mot un petit peu barbare pour dire qu'il n'y a pas de stade immobile entre la larve et l'adulte. Donc, ça s'oppose, par exemple, aux papillons qui sont holométaboles et qui ont une chrysalide entre la chenille et le papillon adulte. Donc, les coléoptères sont pareils, hein, ils ont un stade chrysalide et sont holométaboles. Ils sont aussi caractérisés comme porométaboles. Donc, porométabole, c'est un mot pour dire que les larves et les adultes vivent dans le même milieu. Ça s'oppose aux odonates, par exemple, qui sont hémimétaboles, qui font une partie de leur cycle de vie dans l'eau et une autre partie de leur cycle de vie dans l'air, en milieu terrestre et aérien. On va vous refaire travailler. Au niveau du cycle de vie, donc on s'intéresse à la phase adulte. À votre avis, à quoi on reconnaît qu'un insecte, un orthoptère est adulte? Là, je suis vicieux, je ne fais pas de propositions, j'attends que vous soumettiez des choses. Oui. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai au sens où, au fur et à mesure des mues, l'oviscap va être de plus en plus développé, mais même sur des larves non adultes, on va avoir quand même un oviscap visible. Mais forcément, quand il sera adulte, il aura une taille beaucoup plus importante que sur les stades larvaires. Oui. Donc, c'est chez les espèces avec des ailes, il y a en effet la présence d'ailes développées avec une nervation bien visible. Ça, c'est un des critères les mieux qui nous permet de voir qu'on a affaire à des adultes. Alors, il y a des petites subtilités, c'est qu'on a des espèces aptères. Et donc là, du coup, on ne peut pas juger sur ce critère-là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir qui sont adultes? Si vous réfléchissez à... Si vous voyez plusieurs individus en pleine activité, qu'est-ce qui pourrait vous dire qu'ils sont adultes? Voilà, le fait qu'ils produisent du son, c'est uniquement pour l'accouplement et donc c'est uniquement quand ils sont adultes qu'ils vont striduler. Puisqu'avant, en fait, ils ne sont pas matures et donc ils n'ont pas de volonté de se reproduire avant cette période. Donc dans le chat, il y a aussi ces mentions hein, sur « ils chantent ». Alors il y a des gens qui disent « ils travaillent ». Les adultes travaillent. Donc on pourrait essayer de les faire travailler un petit peu plus, hein, je pense. Donc, on va essayer de balayer un peu ce qui nous permet de voir ce qui sont adultes. Donc, chez la plupart des espèces, les ailes sont complètement développées. Donc, ça, c'est assez fiable. Chez les mâles, comme ça a été dit dans la salle et puis dans le chat, la production d'un chant. Donc, pas chez toutes les espèces. Hein. Il y a des espèces qui ne stridulent pas. Et puis, forcément, ce que je disais tout à l'heure par rapport à quand vous avez plusieurs individus, quand vous avez des comportements de reproduction, vous pouvez savoir aussi qu'ils sont matures et adultes. Donc, pour des espèces aptères, ça peut être
une solution de savoir qu'ils sont matures, c'est qu'ils sont en pleine reproduction. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des individus se reproduire, mais c'est assez régulier qu'on voit des accouplements, notamment chez les criquets, on verra après, parce que cette phase peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, forcément, quand on va aller sur le terrain, on va plus avoir de chances qu'une espèce qui se reproduit très, très vite, et donc c'est fugace, et si vous n'êtes pas là dans les 5 minutes où ça se passe, vous ne pouvez pas observer ça. Donc, à vous de jouer. Sur cet individu-là, est-ce qu'à votre avis, il est adulte ou il n'est pas adulte? Est-ce qu'il y a une bande son pour le coup? Là, il n'y a pas de bande son pour ceux-là. Donc, dans le chat, on a une majorité pour dire que cet individu serait adulte. Dans la salle, c'est un peu partagé, mais ça se lève de plus en plus. La vague adulte a atteint l'amphi. Donc, en effet, c'est un individu de criquet adulte avec des ailes bien visibles qui dépassent l'abdomen et qui vont lui permettre notamment le vol. Donc là, c'est un eudipode, hein, c'est ceux qui, quand ils sautent, apparaissent tout bleus et puis après se reposent sur le substrat pour devenir de nouveau invisibles. Donc ça, c'est une assez grande espèce qu'on voit assez régulièrement dans des milieux très, très secs la plupart du temps, très dénudés, et qui est assez commune au final dans notre région. Donc, adulte. Deuxième possibilité. Toujours la même question. Adulte ou pas adulte? Alors, je vais soumettre adulte au vote de l'amphithéâtre. Une proposition, deux propositions comme un individu adulte par rapport à ce que tu disais, tu vois. Là, on voit bien l'ovipositeur de la femelle. Donc, on sait que c'est une femelle. On ne sait pas si elle est adulte encore, mais on sait que c'est une femelle. Donc là, la réponse roulement de tambour est arrivée. Ce n'est pas un adulte parce que les ailes ont ce qu'on appelle une forme d'éventail. Donc, c'est des nervures qui sont un peu toutes dans le même sens. Il n'y a pas de case vraiment marquée sur la nervation alaire et c'est caractéristique d'un juvénile. Donc, la plupart du temps, quand vous avez des juvéniles, ils ne sont pas identifiables puisque en fait, ils n'ont pas encore acquis toutes leurs caractéristiques externes et que ça peut être assez délicat d'identifier, risque de confusion. Troisième candidat. Donc, une femelle. On voit que c'est beaucoup moins développé, vous voyez, au bout de l'abdomen que chez les sauterelles. On ne parle pas de sabre là sur le bout. On a juste un ovipositeur qui est en place. Donc là, je vais faire le sondage adulte. Donc 3 votes adultes et donc pas adultes à la majorité. C'est assez en balance dans le chat. Donc on a des propositions d'adultes, de juvéniles. Vous n'en pouvez plus, je vais vous libérer. Donc c'est un adulte. Donc, c'est les cas où il faut faire attention. Certains adultes ont des ailes de taille réduite. Donc là, ceux-là, on les appelle squamiptères. En fait, l'élytre a juste une petite forme d'écusson, mais malgré tout, elle n'aura pas des ailes plus longues dans sa vie. Décorative, c'est assez joli. Non, oui, du coup, ça perd sa fonction. Par contre, on verra que chez certaines sauterelles qui ont des ailes très réduites, ça ne les empêche pas de s'en servir quand même pour striduler. Pour le vol, c'est mort, ça ne sert plus à rien. Par contre, pour la fonction d'émission de son, les moignons, entre guillemets, qui restent sont suffisants pour participer à faire du son. Autre subtilité dont je n'ai pas parlé, mais qui me vient là en tête, vous avez au sein de certaines espèces des individus qui peuvent être comme ça, squamiptères ou microptères, et pour une raison X ou Y,
une proportion de la population qui sera macroptère, avec des ailes complètement développées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on constate régulièrement. C'est une variation dans la taille des ailes à l'état adulte au sein d'une même espèce. Donc des fois, on est un peu déconcerté, on se fait, mais ça correspond à rien. Normalement, il a les ailes courtes et puis là, il a les ailes longues, mais il ressemble vachement. C'est un individu qu'on appelle macroptère de cette espèce. Donc ça a des raisons, on va dire, qu'on comprend assez bien. C'est-à-dire que pour une population de cet individu qui a des ailes toutes petites, si jamais de temps en temps il y a des individus qui ont des ailes longues, bah, ça les aide à se disperser et donc à recoloniser d'autres milieux ou à aller dans des milieux de substitution de temps en temps. Parce qu'une espèce qui resterait squamiptère ou microptère en permanence, on comprend bien qu'elle sera plus cantonnée et qu'elle aura du mal à se maintenir si son habitat évolue. Oui. Du coup, si les individus avec ailes longues se dispersent, la génération suivante, elle a des ailes longues ou elle retrouve des ailes courtes? Elle peut retrouver des ailes courtes. C'est un phénomène temporaire dans la population qui n'est pas hérité aux petits issus de la reproduction. Oui. Alors, chez les orthoptères, on distingue les tegmina qui sont les ailes du dessus, on va dire. Donc là, si on reprend l'individu ici, ce qu'on voit ici qui couvre le corps, c'est les tegmina. Et en dessous, il y a les ailes, les fameuses ailes bleues, qui vont permettre majoritairement le vol. Donc, c'est un petit peu comme chez les coléoptères, où vous avez des élytres sclérifiés qui protègent. Là, elles sont un petit peu plus dures, elles protègent, même si elles ne sont pas aussi dures que chez un coléoptère, les ailes qui sont en dessous et qui sont les élytres. Donc, c'est pour ça qu'il y a tegmina et élytres. Tac. Au niveau de la phase adulte, donc la phase la plus visible, hein, parce que c'est là qu'ils produisent du son et que du coup on peut les entendre, et puis c'est là qu'ils sont le plus gros aussi, et qui vont se montrer parce qu'ils ont besoin de trouver une femelle ou un mâle. C'est la phase durant laquelle se passe l'accouplement et la ponte. Donc là, le petit quiz, c'est comment les orthoptères font pour produire et entendre les chants. Les chants qu'on appelle aussi stridulation chez les orthoptères. Donc, à votre avis, comment ils peuvent faire pour chanter? Est-ce que c'est avec la bouche? Est-ce que c'est avec les pattes? Est-ce que c'est avec les ailes? Sur les ailes, sur le corps. Donc là, on a les mêmes propositions. Donc, certains disent en frottant leurs ailes, d'autres qui disent en frottant les pattes sur leurs ailes. Donc, vous avez tous raison, en fait, puisqu'en fonction des groupes, le mécanisme va être différent. Donc là, vous avez les stridulations chez les sauterelles et grillons. Pour l'émission du son, ça va être le frottement des deux élytres sur le dos. Donc là, c'est sur le dos que ça se passe. Pour la réception du son, ça se passe dans les pattes chez les sauterelles. Donc vous allez avoir un tympan. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite fente au niveau de la patte, là, dans le rond, qui va être l'organe pour écouter les stridulations. Donc ça, c'est valable pour les sauterelles et les grillons. Alors, est-ce que là, je vais avoir... On va voir si ça marche. C'est pas sûr. Non. Bon. Alors, on va essayer. On va essayer de le faire quand même en visuel. Ah, vous voyez pas là quand je suis passé là. Ouais. On va la refaire. Alors, are you ready? Donc là, vous voyez, c'est les deux ailes qui bougent l'une sur l'autre et qui produisent ce son.
C'est une grosse espèce, ouais. L'épipygère, elle se remarque assez vite, elle fait beaucoup de bruit et en plus elle est assez balèze, donc elle a tendance à vivre dans les arbres, donc elle est à hauteur d'homme. C'est une espèce qu'on trouve assez facilement. Alors, on va repartir sur le diaporama. Est-ce que pour ceux qui sont en visio, vous avez pu voir la vidéo ou pas? Oui, Oui, on peut la voir. Donc, on va continuer dans notre découverte. Donc, chez les criquets, elle a envie de chanter en permanence maintenant. On va essayer de... Elle veut vraiment qu'on parle d'elle aujourd'hui. Alors, tac. Voilà. On la reverra plus tard. Chez les criquets, l'émission du son est différente puisqu'en fait, elle va faire appel à une patte qui va frotter sur une aile. Donc, c'est un peu plus comme un violon avec un archet et puis un violon pour produire le son. Pour la réception du son, on a quelque chose aussi qui est différent, c'est-à-dire qu'on va avoir un tympan qui est au niveau de l'abdomen. C'est comme une oreille qu'il aurait sur le côté de l'abdomen. Donc là, je vous ai mis une espèce à gros tympan qu'on arrive plus facilement à voir. Il faut voir que sur certains criquets, le tympan va être relativement petit et que ce sera plutôt avec une loupe qu'on va pouvoir voir, une loupe de terrain, qu'il a un organe tympanique. Au niveau du fonctionnement, je ne suis pas trop plongé sur comment le son est transmis dans le corps, mais j'imagine que comme pour une oreille, oui, c'est une membrane qui, par rapport aux pressions de l'air dessus, indique qu'il y a un champ, un son à proximité. Alors, on va essayer de faire la même manip que tout à l'heure. Tac. Donc, il faut juste que je retrouve ma souris qui est en haut. Ouais. Alors, elle est là. Donc là, on va voir un criquet en train de jouer du violon. Donc là, la particularité de ce criquet-là, c'est qu'il a tendance à faire un décalage entre une patte et l'autre. Tous les autres criquets vont plutôt faire les deux pattes en même temps sur les deux ailes. Lui, il va tendance à alterner comme ça. C'est aussi au niveau visuel quelque chose qui permet d'assez vite voir que c'est le Stenobotrus lineatus. Alors, si je retrouve ma souris, toc, on clique, on ferme, on est bon. Il faut que je retrouve mon truc. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le son au niveau de la visio, mais il y avait normalement un accompagnement. Nous n'avons pas eu le son. Mais que je n'ai pas réussi à partager. Donc, c'est pas... On fera mieux la prochaine fois. Donc, au niveau de la stridulation, comme là, pour ceux qui sont dans la salle, on a bien entendu qu'il y avait un son qui était audible à l'oreille humaine. Toutes les espèces n'émettent pas dans le domaine de l'audible pour nous. Donc, quand c'est comme ça, on utilise ce qu'on appelle une bad box, un détecteur d'ultrasons qui nous permet d'écouter ces fréquences qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine. Donc ça permet de détecter des espèces qui sont assez discrètes, puisqu'en fait, elles vont striduler et vivre plutôt en fin de journée, voire la nuit. Et en plus, elles vont émettre dans des bandes que nous, on ne capte pas. Donc autant l'épipygère qu'on avait tout à l'heure, elle va se faire griller direct parce qu'on l'entend avec une oreille normale et puis elle vit de jour. Autant ces autres sauterelles plutôt forestières, si on veut avoir une bonne connaissance de sa répartition, il va falloir plutôt y aller avec ce matériel spécifique pour pouvoir la détecter et puis après potentiellement la localiser dans son habitat. Donc là, c'est ce que j'indique, cette méthode est particulièrement adaptée pour certaines sauterelles. Il y a Isophia pyrenea, puis il y a Barbitistes aussi qui est très bien détecté avec ces méthodes et qui, à l'œil nu, est beaucoup plus rare d'observer. Au niveau des stridulations, donc là, pour ceux qui sont en visio,
vous aurez au moins un aperçu visuel du sonogramme qui vous montre que c'est différent pour des espèces qui sont très similaires physiquement. Donc là, c'est un cas particulier. C'est 3 espèces de Gomphoceripus qui sont donc du groupe qu'on appelle Bruneus, qui sur le terrain sont vraiment casse-tête à déterminer. Certaines espèces, même certaines femelles, ne faut pas essayer de les déterminer parce qu'on prend des risques de confusion. Par contre, si vous avez un mâle qui chante, eh ben, c'est très différent en termes de son. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. J'entends pas tout. Ouais, mais ça se lance pas. Bon, en gros, il y en a un qui fait comme une boîte de nuit, il fait boum, 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 boum. Donc ça, c'est Gomphoceripus mollis. Après, vous avez Bruneus, qui fait des petits bruits tut, tut, tut. Et puis après, vous avez Bigutulus, lui, il va faire une variation beaucoup plus importante dans son chant. Autant la boîte de nuit, ça va être du boum, 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 boum très régulier. Lui, il va faire. Et donc, eh ben, vous pourrez les déterminer en entendant les mâles chanter à la belle saison. Et là, vous saurez qu'il n'y a pas de confusion possible. Oui? Belle imitation. Ah, merci. Je me suis entraîné toute la journée pour ne pas rater ça. C'était The Voice pour moi aujourd'hui. Alors, petite particularité aussi, c'est que même chez des espèces sur lesquelles il n'y a pas d'organes pour faire des stridulations, pour entendre le son, c'est pas pour ça qu'ils émettent pas de bruit. Et donc, chez les petits criquets toujours là, que j'adore, qui sont les tétrigidés, ils vont faire en fait un tambourinement sur le substrat meuble sur lequel ils vivent, qui est souvent humide et donc dans lequel le son se répand très bien, pour soit dire qu'ils sont là et dire aux autres mâles de partir, soit dire je suis prêt, s'il y a une femelle dans les parages, elle peut venir, je serai très accueillant, soit juste dire je suis là, mais sans être revendicatif d'un territoire. Et donc, c'est ce qui est illustré sur le graphique en dessous. Il y a différentes signatures comme ça de piétinement, où il y a le piétinement vraiment viril et puis de bagarre. Il y a le piétinement de séduction, et puis il y a le piétinement juste de dire je suis là, mais sans forcément avoir derrière quelque chose de violent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment au final. Hein. C'est à la fin des années 90 où des Russes se sont rendus compte que ces criquets-là, même s'ils n'avaient pas de système d'archets et d'élytres sur lequel ils pouvaient frotter, étaient quand même émetteurs de son. On va passer à la suite logique qui suit les stridulations. Donc, si ça a bien marché, ça arrive sur un accouplement. Donc, 2 types d'accouplements différents en fonction de si on est chez les encifères ou chez les cellifères. Donc, chez les sauterelles, c'est le mâle qui se rapproche de la femelle en reculant et la femelle lui grimpe dessus. Donc là, vous avez une illustration sur une leptophies, peut-être, j'ai pas regardé au niveau des espèces, avec comme illustré la femelle qui est dessus, on voit bien son ovipositeur, et puis une substance blanche là qu'on devine entre la zone de contact entre la femelle et le mâle, qui correspond au spermatophore. Donc le spermatophore, c'est une enveloppe qui concentre les gamètes du mâle et qui va confier à la femelle pour la fécondation. Donc là, on voit un spermatophore qui a été libéré, qui est en adhérence avec les voies génitales de la femelle. Et donc, la fécondation va pouvoir se faire pendant un certain moment, tant qu'il y a des gamètes qui peuvent aller dans les voies génitales. Donc là, on retrouve encore cette sauterelle avec le spermatophore bien visible. C'est quelque chose d'assez massif. Au début, on peut se demander ce que c'est. Eh ben, c'est un reste de l'accouplement qu'elle conserve, qu'elle peut consommer au fur et à mesure aussi après, en sachant que le temps qu'elle le consomme, il y a quand même le temps que la reproduction se fasse.
Et donc, pour terminer, la femelle mange le spermatophore pendant que le sperme chemine dans les voies génitales pour féconder les ovules. Donc ça, c'est plutôt caractéristique de la reproduction chez les sauterelles. Donc là, vous avez l'espèce qu'on a vue tout à l'heure, stridulée, où vous avez aussi ce spermatophore bien visible. Donc l'accouplement a eu lieu. Donc on sait qu'elle est mature, on sait qu'il y a eu un mâle dans les parages. Et puis là, on l'a observée toute seule avec ce reste de ces ébats récents. Chez les criquets, on est sur un fonctionnement différent. C'est le mâle qui va grimper sur la femelle et il va diriger son extrémité abdominale sur les voies génitales des femelles. Donc, il n'y a pas d'émission de spermatophore comme il peut y avoir chez les sauterelles. Comme je disais tout à l'heure, ce phénomène d'accouplement, on peut le voir plus ou moins parce que en fait, l'accouplement, il peut durer d'un quart d'heure à plusieurs heures. Donc, il y a des espèces, je pense à Pesothetix journae ou aussi Miramella alpina. On les voit très souvent accouplés, mais parce que l'accouplement est un phénomène qui dure très longtemps. Donc, on a plus de chances de les voir parce que ça dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc là, voilà un exemple d'accouplement classique de Miramelle. Donc ça, c'est une espèce montagnarde, mais qu'on retrouve en Franche-Comté, avec le mâle qui est, vous voyez, plus petit que la femelle et qui a incliné son abdomen pour mettre en contact ses gamètes avec celle de la femelle. Donc ensuite, logiquement, une fois qu'il y a eu l'accouplement en fécondation des ovules, il va plus arrière à la ponte. Donc en règle générale, il n'y a pas de temps d'attente assez importante entre la fécondation et la ponte. C'est dans la continuité. Alors la plupart des espèces pondent leurs œufs dans le sol, mais il y a quelques espèces qui vont plutôt les pondre dans la végétation à hauteur 10, 20, voire dans des arbustes. Donc là, c'est des cas plus rares, mais il faut savoir que ça existe, que ce n'est pas tous des œufs qui sont déposés dans le sol. Donc là, vous avez illustré une grande sauterelle verte qui est avec son épée là, dans le sol en train de pondre ses œufs. Donc oui, voilà quelques espèces qui pondent dans des plantes. Les œufs peuvent être pondus de façon isolée, un à un dans un logement différent, ou alors sous forme de ponte groupée. Et à ce moment-là, on va voir comment ça se décrit et comment on appelle ça. Donc ça, c'est plutôt le cas chez les criquets. Donc là, c'est une espèce qu'on n'a pas forcément chez nous, mais qui permet de bien comprendre comment se passe la ponte des criquets. Donc, vous voyez en jaune les œufs qui sont posés au fond de la cavité qu'a creusé la femelle. Et au-dessus, elle va déposer une sécrétion qui va plus ou moins durcir un peu comme une mousse expansive et qui va assurer une protection des œufs sur le moyen terme. Et donc, cette forme de ponte avec des œufs groupés et puis un liquide qui les entoure, ça fait ce qu'on appelle une oothèque. Donc, un peu comme les menthes religieuses aussi qui peuvent faire des oothèques, les criquets en font, mais par contre, elles sont cachées puisqu'elles sont dans le sol. Alors qu'une oothèque de menthe religieuse, vous allez pouvoir la voir sous un caillou, sur une brindille d'herbe. C'est beaucoup plus visible. Ouais, et au niveau morphologique, l'abdomen peut se distendre presque du double de sa taille au niveau de la pompe. Donc, c'est un aspect aussi à prendre en compte pour la détermination de certains individus. Des fois, il y avait des critères par rapport à, par exemple, le dépassement de l'abdomen par rapport aux pattes postérieures. Mais si c'est une femelle qui vient de pondre ou si c'est une femelle qui n'a pas encore pondu, eh ben, ce dépassement il sera beaucoup moins important. Et donc, la plupart du temps, on essaye de ne pas prendre de critères qui sont liés à la taille de l'abdomen par rapport à ce phénomène de dilatation qui apparaît au moment de la ponte. Donc là, c'est un autre schéma pour illustrer l'organisation d'une oothèque avec toujours ce même système. On pond et puis au-dessus, comme on mettrait un cachet de cire sur un bouchon pour faire hermétique, bah là, ils mettent une mousse qui est censée garantir la sécurité des œufs le temps que la larve sorte.
C'est pas très grand, hein, c'est à peu près de la taille comme on voit à côté là, de l'abdomen de la femelle. Ouais, bah, la mousse, ça a cette consistance, à mon avis. J'ai jamais touché et tout, mais de ce que j'ai vu sur les photos, ça fait penser à ça, quoi. Une consistance assez vaporeuse, gluante, et puis qui doit sécher au fur et à mesure pour garantir un peu un capuchon hermétique sur les œufs. Donc, au niveau des œufs, ils peuvent avoir des formes assez différentes. Donc, par exemple, chez les tétrigidés, ils ont la caractéristique d'avoir une petite corne. Ça, c'est typique chez les orthoptères. Il n'y a que les tétrigidés qui ont cette forme-là. Ils peuvent être tout plats. Donc là, c'est le cas, par exemple, chez Phaneroptera nana. C'est un œuf qui va être inséré dans une feuille. Donc, en fait, la femelle va se mettre entre les couches de l'épiderme et puis insérer ses œufs qui vont être un petit peu planqués dans la structure végétale. On verra que ce n'est pas une planque qui est sûre à 100%. On va repasser sur de l'interactif. Donc, pour passer du stade œuf au stade imago, à votre avis, combien il y a de stades larvaires chez les orthoptères? Donc, il y a la réponse d'échauffement, un stade larvaire. Il y a la réponse 2 qui serait de 2 à 3 stades larvaires et ainsi de suite jusqu'à la réponse E, 13 à 16 stades larvaires. Alors, pour la A, ça ne fait pas recette. On peut voter plusieurs fois, hein, ça peut être un cas de figure. J'ai mis d'ailleurs plusieurs réponses possibles, donc il y a plutôt intérêt à répondre plusieurs fois. Donc 2 à 3 stades. Donc il y a 4 personnes qui pensent qu'il y a au moins 2 à 3 stades sur certaines espèces. 4 à 6 stades. Donc là, il y a pas mal de monde qui pense que sur certaines espèces, on est sur du 4 ou 6. 7 à 12 stades. On a encore une majorité des mains qui sont levées et des gens dans le chat qui pensent que le D est une possibilité. Et le E, 13 à 16 stades. Donc, quelques personnes pensent que ça peut être un cycle très, très long. Donc, pour récapituler, en gros, en fonction des espèces, des familles, si on est chez les grillons, si on est chez les sauterelles, on est entre 4 et 12 stades larvaires. Donc, pour détailler par grand groupe taxonomique, chez les sauterelles, c'est majoritairement 5 à 7 stades larvaires. Chez les grillons, il y en a un petit peu plus, 8 à 12 stades. Chez les tétrigidés, on est un petit peu comme chez les sauterelles avec 5 à 6 stades, donc quelque chose d'assez réduit. Et chez la majorité des criquets aussi, un nombre de stades assez limité, 4 ou 5. Et donc forcément, pour passer d'un stade à un autre, il y a une mue, comme pour un serpent, comme pour une libellule ou d'autres organismes qui ont des stades larvaires. Enfin, même si ce n'est pas un stade larvaire chez les serpents, mais au moins chez les insectes. Donc là, vous avez 3 illustrations de mues en cours de criquets ou de sauterelles. Alors, il y a une question dans le chat pour dire pour les pontes sous terre, les stades larvaires sont toujours sous terre ou aériens. En règle générale, la majorité des larves sont sur terre. Donc, une fois écloses de leur œuf, elles sortent de l'ootech et elles vivent au sol ou dans la végétation en fonction de leur stade et des espèces. Il y a une question très pragmatique sur cette illustration, c'est qu'elles ont tendance à faire la mue, la tête en bas. C'est pour en fait que la gravité les aide à sortir de la chaussette, hein. C'est beaucoup plus simple que si elles se mettaient dans l'autre sens et qu'il fallait qu'elles cèdent pour remonter et sortir de leur mue. Donc la quasi-totalité des mues que vous observerez, ce sera avec l'individu à la verticale, la tête en bas.
Autre illustration de cette différence entre les larves et les adultes. Donc là, vous avez à gauche une larve de dipode et l'adulte qu'on avait vu tout à l'heure qui correspond au stade imaginal. Donc on voit qu'en termes, alors c'est peut-être pas parlant parce qu'il n'y a pas mon doigt sur la photo d'à côté, mais il y a une très grande différence de taille. Hein. La petite larve, elle est grande comme mon pouce, alors que l'adulte, c'est 2 ou 3 doigts facilement de longueur en termes de taille. En dessous, vous avez la grande sauterelle verte. Donc avec, on voit, hein, ça a beau être une larve, l'ovipositeur est quand même déjà balèze chez cette larve de sauterelle verte. Et à droite, vous l'avez complètement développé avec les ailes très, très, très longues, qui lui permet de faire d'ailleurs des vols assez importants. Et des fois, rapidement, quand on en croise sur le terrain qui s'envole, on se demande si c'est une libellule qui nous croise ou si c'est une grande sauterelle. Et puis, quand elle se pose, la question ne se pose plus, mais ça peut porter à confusion dans les premiers moments du vol. On verra dans la suite pourquoi elles sont assez bien équipées au niveau mandibule. Ouais. Ouais, ah oui, si on joue, ça peut nous mordre un peu. Donc, au niveau du cycle de vie, ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des espèces ont un cycle de vie sur 1 an. Donc, ça, c'est le cas principal. Ça ne veut pas dire que toutes les espèces vont respecter ça, mais c'est la règle générale. Certaines sauterelles ont un cycle plus long, donc obligatoire sur 2 ans, voire plus, en fonction des conditions météo ou de la latitude. Plus vous allez au nord, plus cette période peut être longue. Et chez une même espèce, la durée du cycle peut être différente entre la présence de l'espèce en Afrique du Nord ou en Angleterre. Donc le grillon des bois, par exemple, peut avoir un cycle en 1 an dans le sud de son aire de répartition et en 2 ans plus au nord. Donc ça, c'est pareil, c'est des adaptations aux conditions climatiques où pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie et faire son nombre de mues nécessaires, il va prendre plus de temps dans les pays du Nord, notamment parce que, par exemple, l'hivernage va être plus long et l'hibernation, au niveau de la larve, sera beaucoup plus importante en termes de durée. Et il arrive également que lors d'années favorables, il peut y avoir plusieurs générations de certaines espèces. C'est le cas notamment chez Grillus campestris, hein, le grillon qu'on trouve dans les pelouses, dans les jardins. Il peut y avoir certaines années une deuxième génération en fin de saison. Alors, de nouveau, une sollicitation aux participants. À votre avis, quand peut-on observer des orthoptères adultes? Plusieurs réponses possibles. Donc, il y a le printemps, c'est le A, l'été, c'est le B, l'automne, c'est le C, et l'hiver, c'est le D. Alors, on a du ABC, du ABCD, du ACB, AFC, ACP, tout ça. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut observer des orthoptères adultes au printemps? A priori, oui. Est-ce qu'on peut observer des orthoptères adultes en été? Là, il y a assez consensus. En automne également. Et en hiver, un petit peu plus d'hésitation sur l'hiver. Donc, c'est un combo. En fait, en fonction des espèces et des écologies, on va avoir des adultes qui sont observables toute l'année. Mais si vous cherchez des adultes en ce moment, ça va être beaucoup plus compliqué que si vous allez au mois d'août sur une prairie ou une pelouse. Parce que là, vous allez avoir la majorité des espèces qui vont être calées sur un cycle où la phase adulte est au cœur de l'été, début de l'automne. Donc là, je vous ai fait rapidement un petit diagramme pour présenter quelques espèces qui ont des caractéristiques particulières par rapport à d'autres. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a certaines espèces qui passent la mauvaise saison à l'état adulte. Typiquement, Aiolopus tripins, là, qui est une espèce assez récemment installée dans la région,
elle, on va la voir en ce moment profiter des premières chaleurs pour ressortir de sa léthargie qu'elle avait prise pendant la période hivernale. Au printemps, on a aussi quelques espèces qui sont adultes. Donc le grillon, hein, qui commence à chanter assez tôt dans les jardins. C'est un des premiers orthoptères qu'on va pouvoir voir en saison. Et puis la plupart des tétrigidés aussi qui vont avoir une période d'activité sur le printemps. Donc l'été et l'automne, après la très grande majorité des espèces qui vont être adultes à cette période. Donc c'est vrai que la plupart du temps, si on a un suivi à faire, on va plutôt aller faire des inventaires en été et en automne parce qu'on aura la plus grande diversité. Mais si jamais on voulait cibler une espèce dont on sait qu'elle est plutôt active au printemps ou en hiver, bah, il faudrait décaler la saison pour que que ça colle plus à son écologie. Régime alimentaire. Donc là, on a parlé tout à l'heure des mandibules. À votre avis, que mangent les orthoptères? Donc là, plusieurs réponses possibles. Des végétaux, c'est bon la salade. Ils ne se nourrissent pas, comme les éphémères. Ils passent juste leur vie adulte pour se reproduire. Uniquement des liquides, comme les étudiants et des cigales. Ou alors, ils mangent des animaux. Donc, est-ce que les orthoptères peuvent manger des végétaux? A priori, il y en a qui devraient pouvoir manger des végétaux. Est-ce qu'il y en a qui ne se nourrissent pas? Donc, une réponse, ne se nourrissent pas, uniquement des liquides, donc qui viendraient ponctionner sur de la sève d'arbre ou autre. Il y a pas mal de personnes qui sont pour de la consommation liquide. Pas trop dans le chat. C'est ça. Et ensuite, des animaux. Donc là, il y a une grande majorité qui serait pour que les orthoptères mangent des animaux. Donc, les deux réponses bonnes sont les végétaux et les animaux. Donc, certaines espèces, notamment la très, très, très grande majorité des criquets et quelques sauterelles, sont uniquement phytophages. D'où des dégâts conséquents dans des récoltes pour les espèces qui font des booms démographiques, notamment dans les pays du Sahel ou même ça peut être en Asie. Donc avec des populations importantes, et quand ils arrivent sur un champ, bah, quand ils repartent, en gros, il n'y a que la terre, il n'y a plus la récolte qui était en place. Et la plupart des sauterelles sont omnivores avec régulièrement de la consommation animale. Donc là, on retrouve notre sauterelle à elle en éventail, qui est une juvénile, et vous la voyez en début de repas et en fin de repas. Donc en fait, c'est le même individu qui a mangé les pétales d'un œillet. Donc c'est assez large en termes d'espèces consommées. Il y a beaucoup de graminées, mais il n'y a pas que de la graminée. Ça peut être aussi des plantes à fleurs, comme nous le montre cette observation. Ça mange pas mal, ouais. Ça se voit assez bien parce que c'est très régulièrement, quand on les manipule, ils émettent des crottes beaucoup. Ou quand on les garde temporairement dans une boîte, ils évacuent pas mal de matière. Alors, il y a l'effet peur un peu qui leur fait rejeter plus, mais il y a aussi une production assez importante de fesses qui indique que du coup, pour faire ça, il a fallu consommer pas mal de matière. Certaines espèces, on va revenir à mes tétrigidés, mes amis, sont détritivores. Donc, eux, ils ne vont pas ni chasser des animaux, ni aller rechercher des plantes en particulier, mais ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent comme matière en décomposition au sol. Et donc là, il y a même des études qui ont été faites pour voir dans les intestins, estomacs de ces individus, qu'est-ce qu'on trouvait comme reste alimentaire pour caractériser son alimentation. Et vu qu'ils font 1 centimètre en gros à l'état adulte, d'aller voir ce qu'ils mangent visuel, c'est pas comme l'œillet de tout à l'heure où on pouvait le voir consommer, hein, c'est beaucoup trop petit. Ils mangent des toutes petites mousses qui sont sur le substrat et puis des particules de sol dans lesquelles il y a à manger aussi à l'intérieur.
Et ce qui est intéressant dans ce suivi-là qui peut être fait, c'est qu'en fait, il va y avoir une variation des espèces en fonction du degré d'hygrométrie. En conditions sèches, ils vont aller rechercher les mousses qui contiennent le plus d'eau, qui ont la capacité d'avoir le plus d'eau dans leur tissu, pour compenser en fait ce manque d'humidité dans le milieu. Et puis tout à l'heure, tu disais la sauterelle qui a des grands mandibules et puis qui peut te niaquer un peu. Bah, c'est pas pour rien, c'est parce que ça leur permet aussi de dépioter. Notamment, là, c'est un criquet qu'elle est en train de manger, mais ça peut être une guêpe, ça peut être plein d'autres arthropodes. Le régime est assez varié pour les sauterelles. Et de l'autre côté, qui mange des orthoptères? Alors, qui mange des orthoptères dans la salle? Alors, on a une proposition des oiseaux. Est-ce que des oiseaux peuvent manger des orthoptères? On verra. Les humains peuvent manger des orthoptères. Les crapauds peuvent manger des orthoptères. Je pense qu'il n'y a pas d'intolérance alimentaire ou d'allergie. Donc, à mon avis, oui, ça peut faire partie du régime. Donc là, l'idée, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais c'est de montrer que faut qu'ils se méfient quand même de pas mal d'habitants qui sont sur leur même milieu. Donc on avait vu que ça peut être d'autres orthoptères qui mangent des orthoptères. Sur la photo au milieu à droite, vous avez une argiope qui a capturé dans sa toile une grande sauterelle verte. Donc, les araignées aussi sont des grandes prédatrices sur les milieux herbacés d'orthoptères. Vous avez les oiseaux. Donc là, c'est illustré avec une pigrièche qui va aller empaler sa sauterelle pour son garde-manger. Et puis là, il y a un coléoptère. Donc, on se demande un peu qu'est-ce qu'il vient faire là. Mais on verra un peu plus dans le détail à quel moment il est friand d'orthoptères. Donc là, vous avez une pigrièche qui est en train d'attacher une proie sur un prunelier sans doute pour faire son garde-manger. Et alors lui, on va faire un petit focus parce que ça fait partie des anecdotes un peu naturalistes qui sont intéressantes, qui font prendre conscience des mécanismes un peu divers et variés que la nature a su créer pour à la fois se réguler, consommer, être consommé, etc. Donc, c'est l'exemple du milabre inconstant, Milabris variabilis. Donc là, pour l'instant, les adultes se nourrissent de pollen. Donc là, les orthoptères, ils sont tranquilles, hein. Si on est une scabieuse ou une succise, peut-être qu'on a un peu de soucis à se faire. Et encore, ils vont peut-être aider à disséminer le pollen. Donc, on va les laisser butiner sans problème. Mais il y a un moment où ça va se corser pour nos amis les orthoptères. Après, c'est le jeu de la vie, hein, mais c'est un cycle relativement intéressant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la femelle, elle va guetter des pontes de criquets, principalement, puisqu'en fait, ça va être en lien avec les zoothèques. Et quand elle a vu une ponte ou détecté une ponte au sol, elle va aller, elle, pondre dans un trou à proximité ses œufs. Et en fait, une fois sortie de l'œuf, la larve va se diriger. Alors, je ne sais pas les phénomènes qui sont derrière tout ça. Est-ce que c'est olfactif ou est-ce qu'elle se disperse un petit peu au petit bonheur la chance et qu'elles finissent par tomber sur l'oothèque? Mais elles vont tomber sur une oothèque de criquets. Et ce qui doit arriver quand il y a un prédateur et une proie. La larve va commencer à goulûment consommer l'ensemble de l'oothèque. Si ça ne suffit pas pour qu'elle fasse tous ces cycles, elle peut aller chercher une autre oothèque à proximité, la larve, pour continuer de grandir et réaliser son cycle. Donc là, on est toujours pendant l'été. On voit que la larve devient de plus en plus grosse.
Il va arriver l'automne et l'hiver. Là, à ce moment-là, la larve du milabre, elle va se mettre en hibernation tranquillement dans une loge. Et puis, eh ben, au printemps, la larve va se nymphoser et à l'été, l'adulte va sortir de sa chrysalide et va rejoindre la surface pour de nouveau être plutôt consommateur de pollen. Et puis, au moment de la reproduction, aller rechercher des zoothèques pour nourrir ses petits. Donc ça, c'est une espèce qui est assez récente en Bourgogne-Franche-Comté, mais qu'on observe de plus en plus souvent aussi sur les pelouses et qui montre du coup toutes les interactions entre, pour le cas, là, un coléoptère et des orthoptères, mais des fois, ça peut être, on le verra plus loin, entre d'autres ordres d'insectes. J'ai jamais, moi, vu... déjà, j'ai vu très peu de pontes, et plutôt des pontes de sauterelles. Donc, j'aimerais bien voir des pontes de criquet, du coup, derrière, voir un peu si c'est repérable. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est un truc que j'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas si c'est assez facile si c'est assez facile à détecter, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez compliqué parce que je suis souvent à quatre pattes à rechercher ce qui se passe sur les pelouses et s'il y avait quelque chose de très visible, je pense que ça m'aurait fait tilt. Alors, toujours dans prédateur-proie, la question c'est que font les deux insectes sur la photo? Donc, ils peuvent faire en A du covoiturage. Sinon, c'est la sauterelle qui a appelé un Uber Gap pour rentrer chez elle après une soirée arrosée. Sinon, ça peut être la guêpe qui ramène une sauterelle pour nourrir ses larves. Ou sinon, elles sont juste en train de faire un tango et puis après, elles vont se séparer après la danse. Donc là, c'est pour illustrer d'autres cas de prédation avec une guêpe spécialisée dans la consommation de sauterelles pour nourrir ses larves. Donc pour l'anecdote, c'est une espèce originaire d'Amérique du Nord qui est arrivée probablement dans les années 40, donc on pense en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez sa carte de répartition en haut, là où il y a majoritairement un foyer historique qui est au niveau du continent américain. Mais maintenant, elle est très bien installée en Europe et on arrive régulièrement à voir ces guêpes qui trimballent des orthoptères pour aller nourrir leurs larves. Oui. Actuellement, il n'y a pas l'air d'avoir de razzia tant que ça. Après, c'est assez ciblé sur certaines espèces, je crois, d'orthoptères. Donc, s'il y en avait qui étaient menacées, ce serait plutôt celles qu'elle privilégie comme proie pour ses larves. Mais c'est pas arrivé jusqu'à moi que ça irait jusqu'à mettre en péril les populations dont elle se sert pour nourrir ses larves. Au niveau des parasites, les plus classiques, c'est des larves d'acariens rouges. On en a aussi souvent sur les papillons, sur les libellules. Donc là, c'est des acariens qui vont se fixer, qui vont puiser de l'hémolymphe, mais globalement, qui ne vont pas avoir un impact sur la vitalité ou la santé de l'orthoptère. C'est pas les mêmes a priori, ouais. Eux, ils sont quand même très spécialisés dans le parasitisme. Après, je ne sais pas s'il y a une autre étape de leur cycle où ils sont libres et où ils ne sont pas sur un autre, mais en tout cas, je ne crois pas qu'en forêt, que ce soit les mêmes acariens qu'on croise dans le sol. Il y a des nématodes qui peuvent vivre en parasites dans l'abdomen. Donc, ils peuvent faire jusqu'à 20 cm de long dans certaines sauterelles. Donc, ça fait un beau parasite. Il y a des champignons. Donc là, vous avez deux cas différents. La fameuse espèce qu'on a vue tout à l'heure, qui est Squamiptère, là au milieu. On voit ces petits moignons d'ailes là qui sont relevés. Donc, elle a été parasitée par Entomophaga, qui est un champignon, et qui lui a dit ma petite, dépêche-toi de monter une brindille pour que mes spores se dispersent bien. Et donc, elle prend le contrôle, entre guillemets, de l'insecte pour qu'il aille se fixer sur un support en hauteur
et qui favorisent la dispersion des spores dans l'environnement. Oui. Alors, c'est pas impossible que ça existe, mais c'est peut-être plutôt dans des milieux tropicaux ou dans des secteurs. Je sais qu'en France métropolitaine, il n'y a pas de cas documentés comme ça. Et j'ai déjà vu aussi dans certains reportages des parasitismes encore plus, on va dire, terribles avec des phénomènes qu'on n'imagine même pas pour arriver à leur fin. Donc, à côté, l'individu est un peu mieux conservé. On a l'impression qu'il est juste fixé sur la végétation, mais il est parasité, il est mort aussi. C'est juste que le champignon n'a pas encore totalement abouti à son cycle. Et donc, il n'y a pas les spores qui sont en développement. Mais si on revient une semaine plus tard, on peut voir l'individu qui a beaucoup plus séché avec les spores sur le tégument de l'insecte. Donc, il y a une question pour savoir si ce champignon peut au fur et à mesure, peut-être avoir des impacts de plus en plus importants au fur et à mesure qu'il y a des spores en nombre. Ce qui est noté, c'est qu'il y a des années avec des taux de parasitisme assez importants, notamment l'année dernière, par exemple, une année qui était très humide, était assez favorable aux champignons. Et il y a eu des secteurs avec beaucoup, par exemple, là, ce criquet qu'on a au milieu, là, qui était très parasité. Mais ça ne met pas forcément en péril les populations. C'est toujours une histoire de contrôle avec, c'est souvent quand les niveaux de population sont hauts qu'il y a le plus de parasitisme. Et puis après, quand les populations sont moins nombreuses, ça diminue en termes de taux de parasitisme. Mais je n'ai pas en tête on va dire, de séquence de parasitisme qui aurait entraîné la disparition ou la régression assez importante d'espèces. Alors, il y a une question sur est-ce que Entomophaga grilli est spécifique aux orthoptères ou peut s'attaquer à d'autres insectes. De ce que j'ai pu lire pour préparer la conférence, a priori, c'est spécifique aux orthoptères, cet Entomophaga. Il existe d'autres, dans le genre Entomophaga, d'autres espèces qui vont s'attaquer à d'autres taxons, mais pour le grilli, il va être que sur les orthoptères. C'était peut-être de celui-là dont je parlais. Sur les odonates, il n'y a pas, à ma connaissance, de champignons qui les attaquent et qui auraient ces mêmes impacts. Donc, peut-être que c'est ça dont j'ai dû parler si j'ai abordé Sur les libellules? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de champignons comme ça qui ferait que l'individu serait paralysé et puis émettrait les spores chez les libellules. Autre parasitisme, donc on a vu tout à l'heure là ces petits œufs aplatis dans les feuilles d'olivier chez Phaneroptera anana. Et ben en fait, ils ont beau être cachés, il y a des guêpes qui vont aller pondre dans ces champignons. Donc là, vous avez une espèce qui est spécifique à ces pontes de Phaneroptère. Je crois qu'elle a été décrite assez récemment, en 2021. Qui s'appelle Pseudoligosita phaneroptare. Donc, le nom d'espèce vient du fait qu'elle parasite les œufs de Phaneroptère. Donc, l'illustration n'est pas hyper jolie, mais vous voyez que vous avez un œuf qui est en position sur l'illustration en bas à gauche, avec des trous de sortie qui correspondent en fait à des sorties de cette guêpe de l'œuf. Et sur fond jaune, là, vous avez un individu de ces guêpes-là qui est visible. Alors maintenant, on va essayer de voir où on peut observer des orthoptères et quelles espèces spécifiques il peut y avoir sur différents milieux. Donc, on va commencer par les pelouses sèches parce que c'est assez bien représenté dans notre région et que c'est assez facile de se rendre sur des pelouses, notamment autour de Dijon, autour de Besançon, pour aller choisir d'observer des orthoptères en été ou en automne. Donc, il y a une bonne diversité sur ces milieux-là. Vu que la végétation est rase, ça simplifie aussi l'observation puisqu'en fait, il n'y a pas de cache énorme, contrairement à des prairies où là, ça commence à être difficile des fois pour les trouver. On va avoir pas mal d'espèces qu'on va trouver dans les secteurs vraiment mis à nu. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Eudipode avec ses ailes bleues.
mais vous allez aussi avoir les calyptamus, les deux calyptamus qui vont être quasiment exclusivement dans des milieux xériques décapés avec des secteurs rocheux. Ensuite, vous allez pouvoir avoir sur les secteurs qui sont mixtes avec un peu de végétation herbacée et puis des affleurements, un Sténobotrus qui est relativement rare aussi en région, qui s'appelle Sténobotrus nigromaculatus, donc c'est la deuxième espèce qui est illustrée. Et dans les formations arbustives qui vont être en mosaïque avec ces pelouses, on va pouvoir retrouver une sauterelle, la Bicolorana bicolore, qui est la troisième espèce illustrée, qui, elle, va être plutôt en hauteur dans la végétation, donc soit des arbustes, soit les herbes hautes, mais pas trop en majorité au sol, et notamment, elle va plutôt chanter en hauteur. Alors que les autres espèces qu'on a, là, les calyptamus, ils vont plutôt rester quasiment systématiquement au sol. Donc il y a une question pour savoir pourquoi certains orthoptères apprécient particulièrement les pelouses sèches. Alors, il y a un aspect physiologique, c'est que certaines espèces, pour déclencher la sortie de l'œuf, ont besoin d'une certaine température. Et donc, sous nos latitudes, les seuls endroits où ils vont pouvoir avoir suffisamment de soleil pendant suffisamment longtemps, et ben, ça va être les pelouses exposées plein sud, avec des cailloux qui vont accumuler la chaleur et qui vont permettre de garantir cette température minimale pour déclencher la sortie de l'œuf de la larve et puis sa croissance. Donc, les espèces qui sont les plus exigeantes en termes de chaleur, on va les trouver là. Dès qu'on va être dans des milieux ombragés ou avec une végétation plus dense, les rayonnements du soleil vont être plus atténués et donc il n'y aura pas ce facteur thermique suffisant pour que l'espèce se développe. À l'inverse, il y a des espèces, on ne va pas les retrouver là, parce qu'elles, c'est l'inverse. Elles recherchent l'humidité, elles recherchent le froid. Et donc, si elles essayaient une fois de pondre là-dedans, les œufs, ils seraient morts au bout d'une semaine parce qu'ils n'ont pas le taux d'humidité qui va bien pour faire leur développement. On va passer aux prairies humides. Donc là aussi, encore quelques espèces spécialisées. Donc vous avez par exemple Stetophyma grossum, qui est un criquet avec les pattes un peu rouges en dessous, qui fait un son aussi assez caractéristique, un petit clac-clac quand on est à la belle saison et qui chante. C'est assez visible aussi, hein. Il a des couleurs chatoyantes et puis il a tendance aussi à monter un peu dans la végétation pour être visible. On va avoir aussi une autre espèce un peu plus rare d'une sauterelle qu'on appelle le conocéphale des roseaux, Conocéphalus dorsalis. Donc lui, pareil, on ne le verra jamais sur des milieux de pelouse ou de prairie. Lui, il a besoin d'un taux d'hygrométrie assez important et d'une végétation assez dense et haute, notamment pour sa ponte. On va retrouver aussi dans ces milieux de prairies humides nos amis les tétrix, donc par exemple Tétrix subulata. Lui, il va aimer quand il y a des zones quand même un petit peu dénudées avec des petites flaques et puis un peu de vase par rapport à son régime alimentaire où il cherche des détritus et puis de la matière organique en décomposition. Si c'est qu'une prairie humide avec que des végétaux, on va dire, denses, lui, il va pas forcément aimer. Mais par contre, si c'est une prairie pâturée et qu'autour de l'abreuvoir, il y a des marques de piétinement avec des petites flaques et tout, eh ben, on va pouvoir le retrouver dans ces petits habitats périphériques. Ou s'il y a un cours d'eau avec, pareil, des secteurs d'érosion ou de dépôt de sédiments, eh ben, lui, il va profiter de ces zones-là qui sont favorables pour à la fois sa ponte, mais aussi après pour se nourrir. On a aussi la grande sauterelle verte, hein, qui est une grande classique des prairies, que ce soit des prairies mésophiles ou des prairies humides, mais qu'on va majoritairement trouver quand même en milieu herbacé dense. Un autre milieu sur lequel on va trouver des espèces très différentes, c'est les tourbières. Donc là, par rapport à ce qu'on disait, c'est des espèces qui vont être adaptées à une période de gel assez importante, des températures qui peuvent descendre très bas et des étés qui ne sont pas forcément très, très chauds. Donc là, on va avoir par exemple Metrioptera brachyptera, qui est une espèce relativement rare en Bourgogne qu'on va retrouver majoritairement dans le Châtillonnais
Et puis, quand on va arriver sur la Franche-Comté, quand on va monter un peu sur les plateaux du Jura, par contre, elle va être plus régulière parce que ça correspond mieux à son écologie. On va retrouver le Pseudocortypus montanus. Donc, dans les prairies, on a Pseudocortypus parallelus, qui est un criquet qui aime bien les milieux mésophiles, les prairies. Et quand on va monter en altitude, donc quand on va aller dans des microclimats plus froids, on va pouvoir tomber sur son cousin, entre guillemets, Pseudocortypus montanus. Donc, il va avoir souvent une teinte un petit peu plus foncée, mais pour le différencier, il va falloir regarder au niveau des ailes et des élytres si les ailes sont à peu près aussi longues que les élytres ou pas. Chez Pseudocortypus parallelus, les élytres elles vont être beaucoup plus courtes que les tegmina, alors que chez Montanus, ça va être à peu près de la même longueur. Donc ça, c'est... Je ne vais pas rentrer dans le détail des identifications, puis ce n'est pas forcément le but de cette première conférence, mais ça fait partie voilà, des critères qui sont à regarder quand on essaye de s'initier à l'identification. Autre espèce qu'on a vue tout à l'heure et qui est plutôt montagnarde et qu'on va trouver en bordure de tourbière, c'est la Myramille des Alpes, Myramella alpina, qui est une espèce assez sympa aussi. On voit bien là sur la femelle les tegmina qui sont tout courts. Il ne reste plus qu'une écaille, il n'y a pas de possibilité de voler. Donc là, ça fait partie de ces espèces-là qui, du coup, en termes de dispersion, sont assez limitées parce qu'elles n'ont pas d'ailes développées. Vous en voulez encore? Allez. Bon, il n'y en a plus encore pour longtemps, mais je voulais continuer pour ceux qui sont intéressés à présenter un petit peu le matériel nécessaire si vous voulez vous lancer dans le domaine, les ouvrages qui sont recommandés pour débuter correctement, donc avec des documents qui sont de qualité et accessibles. Et puis après, on se fera plaisir aussi pour les yeux avec quelques espèces des quatre coins du monde qui permettent aussi de s'émerveiller tous les jours quand on les croise sur le terrain. Donc au niveau du matériel, pour ceux qui ont suivi la conférence sur les libellules l'année dernière, c'est pas très différent. En gros, vous prenez un filet, vous prenez une loupe, vous prenez un chapeau, un appareil photo, et la seule chose qui est différente par rapport aux libellules, c'est que le détecteur à ultrasons peut être intéressant quand vous avez passé un petit cap et que vous voulez vraiment vous lancer dans l'étude des orthoptères. Au tout début, il n'y a pas besoin d'avoir de bad box pour faire de l'orthoptère. C'est surfait. Il faut déjà bien maîtriser de base ce qu'on arrive à entendre à l'oreille, ce qu'on arrive à capturer. Et puis, quand on commence à bien maîtriser ça, on peut passer à l'étape supérieure et à faire de l'écoute avec les bad box pour déterminer et trouver des espèces qui ne sont pas audibles à l'oreille. Ça peut être très abondant. Ouais. Alors moi, j'ai plutôt de l'expérience sur pelouse que sur autre milieu, mais c'est pas rare en faisant du battage pendant une centaine de mètres d'avoir une cinquantaine d'individus, voire une centaine d'individus dans le filet, in fine, quoi. Donc il peut y avoir des densités assez énormes en été, notamment sur certains milieux. Alors, la plupart des espèces chez nous, elles sont identifiables sur le terrain. Donc, en fait, à moins que ce soit fait pour faire une collection de références, pour fournir un muséum et tout ça, moi, le seul intérêt que j'ai, c'est d'identifier l'espèce, de la quantifier, de la photographier éventuellement pour après pouvoir aussi s'en servir dans des rapports ou dans des documents pédagogiques. Mais après, les individus, je les relâche. Il y a quelques espèces qui posent des soucis de détermination et si on veut faire les choses bien, il est conseillé d'en prendre un ou deux exemplaires pour les déterminer sous la loupe. Donc là, pareil, je dirais, il ne faut pas commencer par faire ça. Il faut commencer par faire celles qui sont déterminables sur le terrain et puis après, au fur et à mesure, s'attaquer aux groupes qui sont un peu plus compliqués et éventuellement passer à cette étape-là qui peut être contournée avec un bon appareil photo si on sait quoi prendre en photo. Voilà, on fait une photo du profil, on prend le pronotum, on prend les pattes et on peut se débrouiller pour identifier correctement de façon rigoureuse sans avoir à tuer l'insecte.
Après, ça peut être nécessaire pour documenter une observation relativement rare, d'avoir un individu en collection qui va pouvoir traverser les siècles et servir à des naturalistes éventuellement dans plusieurs dizaines d'années pour refaire des études sur, par exemple, la morphologie, parce qu'entre-temps, on a découvert qu'il y avait plusieurs espèces dans ce groupe-là. Et c'est souvent le cas que le réexamen de collection en muséum montre qu'il y avait des espèces qui étaient passées sous les radars, d'où l'intérêt de collecter modérément, avec parcimonie et dans un optique vraiment de valorisation ultérieure. Si c'est juste pour se faire une collection, ça a un intérêt assez limité, notamment sur les taxons les plus faciles et les plus distincts, sur lesquels il n'y a pas de question de systématique ou de synonymie qui se pose. Donc, il y a dans le chat une remarque pour dire qu'on manque pas mal de données en Bourgogne. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous lancer et à contribuer à ces observations pour alimenter éventuellement un futur atlas ou une synthèse sur les orthoptères. Nous, on a une base de données métier qui nous sert principalement pour bancariser ce que nous, on produit, mais on n'a pas une vocation à centraliser les données naturalistes du grand public ou des autres structures. Il y a d'autres portails qui permettent de renseigner les données orthoptères. Après, vous choisissez quel portail vous paraît le plus pertinent. Ça, c'est à vous d'essayer les outils puis de voir celui qui répond le plus à vos attentes. Il y a des outils nationaux, il y a des outils régionaux. Si vous avez des questions, on pourra aborder ça plus en détail par mail ou autre, mais voilà, il y a plein d'outils qui existent. Au niveau de la littérature, donc, vous avez par exemple le guide, le cahier d'identification des orthoptères chez Biotop, qui est pas mal, qui est assez récent, qui va être normalement réactualisé d'ici assez peu de temps, qui est assez abordable et qui ne coûte pas trop cher. Donc, quand on se lance, ça peut être une bonne base. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est à l'échelle de la France entière. Donc, si jamais vous partez en vacances dans des régions limitrophes ou éloignées, vous aurez quand même une base pour essayer de continuer à découvrir ce monde, même dans des régions extra BFC. Je vous ai mis ensuite le livre sur les sauterelles, grillons et criquets de Suisse, parce qu'il y a énormément d'infos sur l'écologie en général. Moi, j'ai pioché énormément de choses là-dedans pour cette conférence. Et ça permet d'avoir des bases assez solides sur toutes les phases, sur des questions qu'on peut se poser sur le régime alimentaire, les parasites, etc. Donc ça, c'est une bonne bible par rapport à ce groupe taxonomique. Pour les francs-comtois, ils ont l'avantage d'avoir un atlas aussi récent qui est sorti en 2013 et qui traite de tous les criquets et sauterelles de l'ex-région Franche-Comté. Donc ça permet d'avoir une idée aussi des espèces en présence, de leur rareté ou pas, de leur écologie. Et puis il y a des commentaires, par exemple, sur ce qu'on disait sur la détection acoustique de certains taxons. Il est précisé si des espèces, il faut mieux les rechercher à l'état adulte, s'il faut mieux les rechercher à l'ouïe, s'il faut mieux les rechercher à la bad box, etc. Donc, il y a une précision là dans le chat. Oui, dans le cahier d'identification, vous avez avec un CD avec tous les sons des orthoptères de France. Donc ça, c'est pratique parce que vous pouvez faire votre sélection une fois que vous avez le CD sur votre téléphone. Et si vous avez un doute sur un chant, vous mettez le chant de tel orthoptère et puis vous vérifiez si c'est bien celui qui chante. Et alors, pour l'anecdote, parce que les ornithos connaissent ça, parce qu'ils ont fait la repasse. La repasse marche avec certains orthoptères. C'est-à-dire que vous pouvez initier le chant d'autres mâles en déclenchant avec votre téléphone un chant. Donc, j'ai notamment vu ça pour Cénobotrus nigromaculatus. Si vous arrivez à proximité d'un site où vous savez qu'il y en a, vous lancez le truc et c'est pas impossible que vous ayez une réponse derrière. Donc, ce qui vous permet de plus rapidement localiser un individu qui n'aurait pas forcément chanté s'il avait été tout seul et que vous étiez juste passé comme ça. Donc après, il ne faut pas forcément faire ça dans le systématique parce qu'il y a une petite notion de dérangement quand même quand on met les watts sur une pelouse
pour certaines espèces, mais voilà, c'est un outil qui peut être utilisé. Et vous pouvez, du coup, en fonction des secteurs que vous prospectez, vous pouvez faire une sélection des espèces qui sont présentes pour ne pas avoir une liste des 220 espèces, mais juste, par exemple, les 80 taxons qu'on a en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, pour avoir tout ça dans votre poche. Autre outil super intéressant qui m'a énormément aidé, moi, quand je me suis mis aux orthoptères, c'est la clé que Julien Rieland a fait. Elle est toujours disponible en ligne et elle traite l'ensemble des espèces du Grand Est, mais même plus que le Grand Est. En fait, il y a l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc, tous ces territoires-là sont couverts par cette clé. Elle est bien illustrée, elle est accessible à tous puisqu'elle est téléchargeable sur le site. Et donc, même si on a un budget plus que limité, ça permet d'avoir un document solide pour se lancer dans l'identification. Oui. Donc, il y a une question sur la bonne période pour se lancer. Je serais tenté de dire que c'est mieux d'attendre la fin de saison, au sens où d'être trop pressé et d'aller, par exemple, au début d'été, on va avoir beaucoup de juvéniles et on va être frustré parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de choses sur lesquelles on ne pourra pas mettre de nom. Et donc, on va se dire, ouais, les orthoptères, c'est dur, je tombe que sur des larves indéterminables, machin. Et l'avantage qu'il y a en allant en fin de saison, c'est qu'en fait, le taux d'adultes est beaucoup plus important et donc que ce sera plus facile à identifier. Et quand on commence, c'est quand même vachement mieux d'avoir des individus bien conformés pour se mettre dans les clés. Et puis, c'est plus enrichissant aussi parce qu'on arrive à plus aboutir aussi dans les déterminations. On n'est pas toujours à affronter des murs en disant « Ah là, c'est encore un échec, et ça peut être décourageant quand on se lance. Donc, le mieux, c'est mois d'août, août-septembre. Là, il y aura le max d'espèces et la plus grande facilité pour les déterminer, notamment par rapport au côté acoustique aussi. Ils vont être beaucoup plus chanteurs sur la fin de l'été. Et donc, si on veut faire à la fois du visuel et puis de l'acoustique, et ben à ce moment-là, on pourra se confronter aux deux. Alors, pour le plaisir des yeux, quelques illustrations d'orthoptères que je qualifierais de magiques. Après, c'est très subjectif. Donc là, c'est encore un tétrigidé, parce que c'est la famille que je préfère. Et donc, ça, c'est Notocerus formidabilis, un tétrigidé de Madagascar. Et la particularité, en fait, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était connu que des collections. Et en collection, il est marron, on voit bien ses pics, mais il n'a pas du tout cette teinte-là. En fait, quand la personne a vu cette bête en vrai, elle se demandait vraiment ce que c'était. Et en fait, c'est qu'en recroisant avec les paramètres de la description originale sur du matériel mort, où ils ont vu que, en fait, vivant, c'était un insecte avec plein de couleurs magnifiques, des points jaunes sur le dessus, un abdomen violet. Et voilà, quand on étudie les collections, il faut faire attention parce que les colorations ont tendance à très vite passer et on ne se rend pas compte de la tête que peut avoir l'espèce en vivant. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est sympa de voir des espèces en vivant, c'est qu'en plus, elles peuvent avoir un côté esthétique vachement plus joli et qu'en plus, si on les laisse vivants sur le site, elles auront peut-être plus de chances aussi de continuer à être jolies dans la nature. Donc, une sauterelle aussi avec des couleurs chatoyantes. Donc là, c'est un individu de Tanzanie. Donc, ça ressemble rapidement à un phanéroptère qu'on pourrait avoir chez nous, hein, avec des ailes très développées qui dépassent l'abdomen largement, mais monté sur échasse et puis avec des couleurs bleu ciel sur certains bouts de l'abdomen et des pattes. Et puis les pattes noires rayées de bleu, enfin, c'est vraiment l'arc-en-ciel. On en a aussi avec des appendices vraiment démesurés. Donc là, son nom a été assez facile à lui donner, hein. Il s'appelle Copiphora rhinoceros. On comprend assez bien pourquoi le descripteur a souhaité lui donner ce nom-là.
et par rapport aux discussions qu'il y avait sur le boom des naturalistes aux époques des années 1800-1900. Là, si on regarde celui de Madagascar, là, c'est 1974, donc finalement, c'est assez récent. Mais si on regarde les deux suivants, cette espèce-là a été décrite en 1878, celle d'après a été décrite en 1888. Donc, même si ce n'est pas représentatif des 22 000 espèces, on voit que c'est une période où il y a eu énormément de collectes et de descriptions sur les orthoptères. Les espèces qui se rapprochent de chez nous, donc Xia variegata, on va en trouver dans les Alpes, dans les torrents alpins. Alors j'aime bien la description qu'un naturaliste avait fait. Il disait que c'était un mélange entre une taupe et la Batmobile. Et donc en fait, elle aime bien, elle, vivre dans des galeries dans le sédiment qu'il y a au bord des ruisseaux alpins. Donc elle vit plutôt en sous-marin, sous la terre, et puis de temps en temps, elle sort, mais elle vit souvent cachée. Donc, autre espèce qu'on a vue tout à l'heure, mais qui peut aussi revêtir des couleurs très très jolies, c'est une espèce commune, hein, pourtant, Stenobotrus cineatus. Vous allez sur les pelouses du plateau de Chenot ou à coucher, et vous en verrez pas mal d'individus. Et donc, ça, c'est une variante là, un peu plus rare avec une coloration violette. Colorations qui sont souvent plus régulières en altitude. Donc, il y a peut-être des explications en termes de température notamment. Peut-être que des gelées pendant les stades larvaires ou des phénomènes de pluie plus intenses pourraient augmenter le taux de variation au niveau des couleurs. Donc, il y a une question pour savoir si ça impacte, enfin, si ça fait être plus nocif pour un prédateur d'avoir cette couleur-là. Il n'y a aucun changement en termes métaboliques. Donc, elle a le même goût, la même composition qu'un individu qui serait vert normalement. Donc, peut-être que ça peut rebuter certains prédateurs de voir un truc violet au milieu de ça et qui dit oh, je ne vais pas prendre celui-là parce que je n'ai pas confiance. Mais il n'y a pas de risque pour un prédateur de manger un individu qui serait coloré comme ça. Autre espèce très colorée, donc qu'on a vu en tout début là, quand on parlait de adulte ou pas adulte. Donc là, ça vous permet aussi, par rapport aux questions qu'il y avait sur les élytres et les tegminas, de voir comment c'est configuré. Donc vous avez les deux tegminas qui sont ce qu'on pourrait appeler les ailes antérieures, qui sont plutôt dures et qui protègent ce qu'il y a en dessous. Et puis les ailes, les élytres en dessous avec les teintes bleutées, qui sont les vrais organes de vol qui vont le plus aider pour le déplacement. Donc là, c'est un individu de Dipoda caerulescens qu'on peut voir vraiment partout en Bourgogne-Franche-Comté à partir du moment où on est sur un milieu sec. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Je voulais vous remercier pour votre attention et même l'affluence qu'il y a eu, hein. On est sur une 50aine de participants, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces thématiques. Si vous avez des questions, faut pas hésiter soit à les poser là, dans les minutes qui viennent, soit à les poser plus tard par mail. Et puis, si jamais vous souhaitez nous soutenir dans notre action, n'hésitez pas à aller sur notre site. Et si vous trouvez que ça le mérite, à nous soutenir en adhérant. Aussi, je ne sais pas si le GNUM, vous avez aussi des adhérents autres que du GNUM. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur le site du GNUB. Il y aura toutes les infos nécessaires pour connaître les activités et la vie de l'association. Alors, ce qu'on va faire, on est en train de faire le calendrier des visites pour l'année 2022. Il va bientôt sortir. Et donc, ce qu'on envisage, c'est pour ceux qui ont participé à la conférence, en même temps qu'on présentera le lien pour pouvoir visualiser en replay la conférence, d'avoir le calendrier des animations aussi complet.
Donc, que vous ayez les dates et les thématiques qui seront abordées pour voir si ça se passe à côté de chez vous et si vous êtes intéressé pour y participer. Ouais, il n'y a pas de souci. Là, il devrait partir chez l'imprimeur dans pas longtemps et être à dispo d'ici fin mars. Oui. Vous faites des sorties sur les orthoptères ou pas? Alors, c'est pas forcément que sur les orthoptères. En général, quand il y a une approche, ça va être flore et insectes. Donc, forcément, si c'est une période où il y a des orthoptères et que le terrain s'y prête, bah, on va pouvoir faire un focus dessus. Après, en général, j'ai tendance à orienter un peu en fonction de ce qu'il y a, en fonction de ce que les gens aussi ont envie de découvrir ou pas. Parce qu'il y a tellement de choses différentes entre s'intéresser à la flore, aux papillons, aux orthoptères. On ne peut pas forcément tout traiter sur la même fois, mais l'idée, ça peut être de piocher un peu dans tous les groupes en fonction de ce qui se présente. Donc là, par rapport à la question sur est-ce que la doc sera disponible pour la conférence, ce qu'on a fait l'année dernière et qui a l'air de bien marcher, c'est de mettre sur notre chaîne YouTube l'ensemble de la conférence. Comme ça permet à ceux qui ont participé de revoir certaines infos qui les intéresseraient. Et pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils avaient un empêchement, de pouvoir le voir a posteriori en replay. Donc, on partira sur ce format-là aussi. Est-ce que dans la salle ou en visio, il y a des questions? Donc, il y a une question sur, au niveau priorité du matériel, ce qui est le mieux d'avoir pour se lancer. Je serais tenté de dire pas forcément. Si tu as un appareil photo et que tu as un peu de patience, tu peux très bien aller te balader, prendre en photo, capturer les individus. Le filet, il va aider pour certaines espèces qui ont tendance à se barrer assez vite ou qui sont très petites pour pouvoir les capturer, alors qu'à la main, c'est assez compliqué. Mais pour une première approche, le filet, c'est pas forcément obligatoire. Moi, j'ai commencé plutôt par des grosses espèces, on va dire, qu'on voit assez facilement, qui ne se déplacent pas trop. Et puis après, forcément, de fil en aiguille, en essayant d'avoir plus d'exhaustivité dans les inventaires et tout, il se pose la question de trouver l'outil le plus adapté. Mais voilà, ça peut être par étapes aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'investir d'acheter tout le matériel qui était proposé dès le début pour se lancer. Ça peut être par étapes en fonction aussi du budget qu'on a. Après, un filet en tomo, je suis tenté de dire, c'est jamais gâché comme argent parce qu'il y a tellement de terrain et puis ça peut durer très longtemps. Donc voilà, ça reste un investissement assez vite rentabilisé. Pour à peu près 70 €, on peut avoir un filet qui tient la route, qui est solide, léger et qui va pouvoir faire tous les groupes, les papillons, les libellules, les orthoptères, sans problème. Au niveau de la visio, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires avant qu'on rende l'antenne? Il y a plutôt des messages sympathiques de compliments, donc je prends. Et puis, pas trop de questions supplémentaires. Donc, je vous propose qu'on termine en beauté cette conférence. Je vous remercie de votre attention jusqu'au bout. Et puis, j'espère que ça vous a plu. À voir si l'année prochaine, du coup, on passe au papillon pour faire le triptyque classique papillon, libellule, orthoptère. Merci à tous et à toutes.